BFM Business, BFM Crypto, le club. 16h35, BFM Crypto, le club, comme tous les jours, avec nos trois invités. Xavier Fenot, par téléphone depuis Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. On a également le plaisir d'accueillir en studio Yves Chouet-Fati, président de Tobam. Bonjour. Merci de nous accompagner également. Et puis par téléphone, on a également le plaisir de recueillir Valentin Demey, qui est avec nous en visio. On vous rejoindra dans un instant, Valentin. Juste avant, on va quand même faire un bilan sur les niveaux techniques. Il y a un instant, là, on parlait de Stéphane Soditey du marché action. Mais Xavier Fenot, peut-être un mot sur les niveaux techniques à surveiller sur les cryptos et notamment sur le CAC 40. C'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure, juste avant. Il y a un petit nettoyage en règle qui est en train d'être opéré pendant le discours de Jérôme Powell là, depuis 30 minutes. Alors, globalement, sur le marché des cryptos, si on prend un petit peu de recul, c'est quand même un encéphalogramme plat. Sur le marché, depuis 4 jours, on a moins de 2% de variation extrême par jour, la mesure entre le plus haut et le plus bas du jour. Et ça, c'est depuis samedi. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu un marché autant tétanisé pendant plusieurs jours d'affilée. Alors, hormis ce qu'on avait eu entre Noël et le jour de l'an, c'était aussi plat, et ce qui avait d'ailleurs précédé l'ascension de 40% du marché en janvier. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de catalyseur aussi bien sur les marchés traditionnels que sur le marché des cryptos, quand bien même on pourrait associer ce qu'on appelle le dump, ce petit mouvement de panique qu'on avait eu vendredi de 4% sur l'ensemble du marché, lié probablement à Silvergate. Il n'y a pour autant pas de relais baissier majeur pour le moment. Alors je dis bien majeur, parce qu'encore une fois, depuis une demi-heure, on a un petit pic de volatilité, mais il faut toujours prendre le temps de laisser respirer le marché pendant notamment un discours de Jérôme Powell, comme c'est le cas actuellement. Attention tout de même, on a un dollar américain qui est fort, ce qui a priori n'est pas favorable pour le moment à un rebond du marché des cryptos. Alors ceci dit, pour les niveaux techniques, on reste au-dessus des 21 000 $ sur le Bitcoin. On continue les oscillations qu'on a connues tout au long du mois de février. On conserve cet élan positif de ce début d'année 2023. Même chose sur l'Ether, on a un niveau, lui, qui se trouve à 1 500 $ à court terme, 1 400 $ à moyen terme. Tant qu'on ne passe pas sous ces niveaux, on reste dans une tendance neutre. Et dans une tendance neutre, on a au-dessus de la tête ce qu'on appelle des résistances, en l'occurrence 1 700 $ sur l'Ether et 25 000 $ sur le Bitcoin. On aura du mal clairement à les franchir sans un élan positif des marchés traditionnels et sans amélioration pour le moment du contexte macroéconomique. Juste si on zoome, dernier point, les niveaux importants à très court terme à préserver pour ne pas entraîner une nouvelle rechute. Et au moment où on parle, on est justement en train de les tester. 1 550 $ sur Ether, 22 100 $ sur le Bitcoin, et ce à dépasser pour repartir du bon pied, 22 600 au-dessus de la tête sur le Bitcoin, 1 590 $ sur l'Ether. Donc on a une volatilité qui est quand même écrasée, ça stagne depuis février, c'est pire d'ailleurs depuis 4 jours, mais ce n'est pas pour autant mauvais signe pour la suite. Et attention à très court terme à l'émotivité, comme c'est le cas au moment où on est en train de parler. Oui, parce qu'on voit aux alentours de 15h tout à l'heure, avec Jérôme Powell qui parlait, une petite réaction sur les crypto-monnaies. Et puis, un petit peu comme sur le marché action, chaque point bas est comblé. Et là, désormais, on a un Bitcoin qui perd 0,5%. Il a comblé un petit peu les pertes de tout à l'heure. Oui, en fait, c'est simplement un petit nettoyage qu'on a en dessous des pieds, peut-être déclenchement de stock de protection. On a toujours beaucoup d'effets de levier sur le marché des cryptos et c'est un peu toute la problématique. C'est pour ça que ça provoque de temps en temps très très peu de volatilité et à un moment donné où il y a une petite étincelle, finalement, ces positions à fort effet de levier entraînent des décalages qui n'ont pas forcément en fait, de conséquences sur les tendances long terme. Là, en l'occurrence, depuis le début de l'année 2023, et c'est pour ça que je prends toujours des unités temps un petit peu plus longues, finalement, on a ces niveaux sous les pieds, encore une fois, des 1 500 $ sur l'Ether. Même si on passe à très court terme sur des petites zones support, attention à ne pas surréagir, et vous l'avez dit à juste titre, on est en train finalement de rattraper le retard juste après. Merci beaucoup Xavier Fenot qui nous accompagnait aujourd'hui depuis Interactive Trading. Donc on est toujours en studio avec Yves Chouet-Fati, président de Tobam, et puis en visio avec Valentin Demey depuis Cryptost. On va commencer avec vous Yves Chouet-Fati. On va notamment revenir sur cette audition là qui est aujourd'hui programmée aux États-Unis, commission bancaire du Sénat. On parlait il y a quelques minutes là, de la commission de Jérôme Powell, mais il y a une autre commission aujourd'hui, commission bancaire au Sénat, sur tous ces sujets. Sur les crypto-monnaies, entre autres, réunion biannuelle. Alors, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui avec la conférence de Jérôme Powell, c'est effectivement vérifier si le regain haussier sur les taux qu'on a vu sur les 2 dernières semaines suffirait à soutenir le marché ou pas. En fait, il y a
il y a deux événements qui ont une influence contraire sur le marché. Vous avez d'un côté l'inflation. S'il y a de l'inflation, c'est bon pour les marchés. Parce que les marchés, c'est des biens réels. Et si l'inflation est là, ben les biens réels vont s'apprécier. Ce qui vient équilibrer cette première influence, c'est la politique des taux de la Fed. La Fed, quand elle remonte ses taux, a tendance à augmenter la rémunération de l'actif sans risque et les autres actifs vont forcément se déprécier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur le court terme et sur le moyen terme? Sur le court terme, on va avoir de l'inflation, de la volatilité dont il faut tirer exactement aucun enseignement. Sur le marché de la crypto, la volatilité, c'est quelque chose qui est endémique et on ne peut pas réagir sur des informations en regardant des prix à très court terme. Par contre, sur le moyen terme, si on fait un peu un bilan de la situation économique, aujourd'hui, le plus grand déséquilibre du monde, c'est le déséquilibre entre les recettes des États et leurs dépenses. Dans tous les pays occidentaux et même dans les pays, même en Chine et ailleurs, il y a aujourd'hui une dépense publique qui excède de très loin la recette publique. Et c'est ça qui drive effectivement le marché. Et ça va driver le marché vers trois types de mouvements. Soit les États qui vont diminuer leurs dépenses publiques, ça c'est assez peu probable. Personne ne parie là-dessus. Soit les États qui vont augmenter fortement leurs recettes en augmentant les impôts. Là aussi, c'est assez peu dans les cours. Si ni l'un ni l'autre ne se produit, on va rester vers des États qui ont des comptes publics extrêmement déséquilibrés. Et ça produit forcément de l'inflation, quelle que soit l'action de la Banque centrale. Quel est le rapport avec les crypto-monnaies une fois qu'on a fait ce point de vue? Le projet, la reine des cryptos, c'est le Bitcoin. La Bitcoin a été inventée par un gars qui s'appelle Satoshi Nakamoto en 2008, comme étant une alternative à la monnaie fiat traditionnelle. Satoshi Nakamoto disait, en fait, la monnaie traditionnelle ne permet pas le transport de la valeur dans le temps. La principale fonction de la monnaie, c'est le transport de la valeur dans le temps. Si vous avez des monnaies qui sont inflationnistes parce qu'on en émet beaucoup plus qu'on crée de richesse, en fait, la monnaie est disqualifiée pour transporter la valeur dans le temps. En fait, aujourd'hui, sur notre planète, c'est très difficile d'épargner au sens propre sans investir. Autrefois, on épargnait, on mettait quelques pièces d'or de côté et on mettait de la valeur de côté. Aujourd'hui, c'est très difficile, sauf si on achète un appartement, des actions, des œuvres d'art ou de l'or, d'épargner sans proprement investir. En fait, le projet Bitcoin, c'est un projet qui vient pallier à cette absence de possibilité de conserver de la valeur dans le temps. Et chaque fois que le scénario de Satoshi Nakamoto se confirme, ça vient apprécier le Bitcoin. Et au contraire, quand il se dessine que la monnaie fiat permettrait en fait de transporter la valeur dans le temps parce que les banques centrales sont un peu plus, si vous voulez, rigoureuses dans la gestion de la monnaie, ça c'est le Bitcoin qui en paye le prix. On en reparlera dans un instant. Juste avant, on va rejoindre quand même Valentin Demey qui nous attend chez Cryptos parce qu'il y aura peut-être un nouvel acteur de plus dans les crypto-banques, Valentin, avec notamment Kraken, célèbre plateforme d'échange crypto, qui compte lancer sa crypto-banque. Exactement, et c'est assez intéressant de voir ce cheminement dans ce sens-là, puisque effectivement, Étienne, vous venez de le dire, c'est un acteur très connu de l'écosystème des crypto-monnaies. Kraken, c'est l'une des crypto-banques, justement qui va devenir une crypto-banque, mais qui était jusque-là une plateforme d'échange, d'achat de crypto-monnaies depuis des années, très connue dans l'industrie. On en a entendu parler un paquet de fois sur le plateau ces dernières semaines parce qu'ils se sont justement pris une amende il y a quelques semaines par la SEC, donc le gendarme boursier américain, pour avoir proposé des services de staking, donc ces services qui permettent de mettre en jalonnement ces crypto-actifs pour générer du rendement. La SEC, justement, estimait que c'était en dehors des clous réglementaires qu'il fixe, donc ça va être un débat assez long, mais il s'était quand même pris il y a quelques semaines une amende de 30 millions de dollars. Mais aujourd'hui, on apprend effectivement la réactivation d'un sujet que Kraken a dans ses cartons depuis 2020, puisqu'en 2020, ils avaient déjà reçu une licence qu'on appelle SDPI aux États-Unis qui permet justement de devenir cryptobanque, puisque les établissements qui reçoivent cette approbation, en l'occurrence ici c'est l'État du Wyoming aux États-Unis qui l'a délivré, sont en mesure de proposer des services bancaires traditionnels en parallèle des services crypto. Donc c'est assez fort puisqu'on voit, en tout cas en Europe, le mouvement inverse, les banques qui se
s'intéressent aux cryptos. Mais pour le coup, les services crypto, les banques crypto, les plateformes de crypto-monnaies aujourd'hui ne font pas forcément le chemin inverse. Alors là, Kraken est en train de le faire. Ça lui permettra tout prochainement, nous dit le responsable juridique de Kraken, de proposer des services totalement innovants et propres à la plateforme, pour l'instant aux États-Unis, mais peut-être dans les prochains mois dans le monde entier. Notamment être le pont entre la finance décentralisée, les crypto-monnaies et la finance traditionnelle, en proposant tout un tas de services classiques de banques très traditionnelles, mais aussi justement des services de staking en crypto-monnaie, des offres bancaires plus complètes et tout un tas de services liés à la détention et à l'achat de crypto-monnaies directement depuis du coup cette banque en ligne qui pourrait donc devenir Kraken Bank, qui serait du coup une filière indépendante, nouvelle à Kraken, la plateforme qu'on connaît très bien aujourd'hui. C'est un mouvement assez fort, effectivement. Et ces annonces, elles interviennent à un moment où on a une autre annonce, un nouveau maillon faible, on a envie de dire, puisqu'après Terra Luna, FTX, c'est au tour de la banque Silvergate d'être en difficulté, Yves Choueifati. Effectivement, c'est un peu la symétrie de ce dont on vient de parler. Kraken, c'est une plateforme crypto native qui veut devenir une banque. Il y a Silvergate. Silvergate, c'est un peu le contraire. C'est une banque californienne, enfin c'est un établissement financier californien qui s'est spécialisé dans le servicing des acteurs de la crypto. Effectivement, il y a eu il y a quelques informations et quelques rumeurs qui courent sur le marché. Une information, c'est que Silvergate a retardé la publication de certains rapports d'audit. Et que effectivement le cours de Silvergate a été très très fortement sanctionné. Il y a aussi presque un bank run, ça veut dire effectivement des gens qui prennent leurs précautions par rapport à Silvergate. Silvergate, c'était vraiment la banque de dépôt, le dépositaire un peu de référence, un des dépositaires de référence en fiat pour les acteurs de la crypto. Et devant un peu la montée des dangers qui semble se dessiner vers Silvergate, il y a un début de bank run. Et ça, vous savez, c'est le grand danger, le danger le plus important pour toutes les banques. C'est que les clients retirent leurs actifs. Parce que quand les clients déposent des actifs dans des banques, les banques ne les gardent pas, ces actifs, les banques les emploient. Il n'y a aucune banque au monde qui pourrait faire face à un retrait de la part des déposants, un retrait massif de la part des déposants. C'est ce qui se passe un peu en ce moment sur Silvergate. Donc le titre est très très fortement sanctionné en bourse, c'est une action cotée. Et ça nous rappelle effectivement qu'il y a des acteurs qui restent fragiles dans le domaine de la crypto. Valentin, un mot peut-être là-dessus sur Silvergate aujourd'hui qui est en difficulté? Oui, effectivement, ça fait partie des narratifs sur lesquels se penchent certains des analystes crypto qui pourraient expliquer une partie de la baisse du Bitcoin ces derniers temps. Mais c'était effectivement une banque privilégiée par beaucoup d'acteurs pour justement faire cette liaison entre le monde traditionnel et le monde des cryptos. Donc de la savoir en difficulté. Il y en avait d'autres, effectivement. On sait déjà qu'il y a des gros acteurs comme Coinbase qui ont décidé d'arrêter de traiter avec Silvergate. Donc ça c'est déjà l'écosystème s'est déjà mis en ordre de bataille pour répondre à cette problématique issue en partie du monde traditionnel. Donc on verra pourquoi effectivement Yves l'a très bien dit, ce retard dans les dépôts des demandes de la SEC. Mais c'est une des raisons pour lesquelles voir Kraken, une plateforme, encore une fois, qui est là depuis très longtemps et qui a une partie régulée dans les pays sur lesquels elle émet certaines de ses actions, c'est intéressant de voir que le secteur essaie de trouver lui-même les réponses à ces problématiques et donc de mettre en place les réglementations adéquates. Mais ce qui est intéressant quand même, Valentin, c'est que malgré ces quelques acteurs aujourd'hui qui sont en difficulté, quand on regarde les levées de fonds dans la finance décentralisée, ils ont triplé l'année dernière. Alors certes, on parle de niveaux assez faibles par rapport à la finance traditionnelle, mais quand même, on a des financements qui sont là, puisqu'ils ont triplé l'année dernière, et on a des entreprises qui arrivent à lever des fonds et à trouver de l'argent frais. Oui, alors on en parlait aussi ces dernières semaines sur le plateau de BFM et à Cryptost, faire un peu un état des lieux des financements des projets crypto. Bon, on a effectivement compris que c'est corrélaire du marché et qu'effectivement ces dernières semaines, ces derniers mois, le marché n'est pas au beau fixe. Les marchés en général, mais celui de la crypto aussi, notamment marqué par la faillite de FTX ces derniers mois et avant ça même dès mai, et on va en parler justement,
de l'écosystème Terra Luna, qui était en partie de la finance décentralisée et qui avait fait un petit peu mal. Cela étant, si on regarde au global et qu'on regarde les données de Messari, qui est un agrégateur de données, on se rend compte qu'il y a quand même, sur l'ensemble du secteur ces dernières années, 80 milliards de dollars qui ont été levés pour les projets crypto. Si on regarde en France, ces dernières années aussi, c'est 1,2 milliard. Et dans ces 1,2 milliards, sur les 5 dernières années, la BPI a injecté 75 millions d'euros. Donc, Banque publique d'investissement, BPI France. Donc ça, c'est quand même pour donner une idée globale sur le monde, l'Europe, la France et ce qui se passe dans l'écosystème au global. Ce qui est intéressant de voir, c'est les dynamiques. Et on se rend compte que la finance décentralisée, la fameuse DeFi, a relativement bien intéressé les investisseurs, quels qu'ils soient, puisque en 2021, c'était environ 1 milliard de dollars qui avaient été levés pour les différents projets et qu'on est à presque 3 milliards en 2022. Malgré effectivement la chute des plateformes FTX et de l'écosystème Terra. Justement, dans ces 2,7 milliards, si on ouvre un petit peu le dossier et qu'on regarde comment c'est composé, sur les 2,7 milliards, pour être très précis, qui ont été financés en 2022, il y en avait environ 30% qui étaient alloués à l'écosystème Terra. Donc ces 30% ont disparu, mais quand même, ça prouve que le secteur attire énormément de capitaux puisque c'est l'un des narratifs les plus intéressants des cas d'utilisation de la blockchain. Donc c'est passionnant de voir que ce milieu attire les capitaux et que, en fait, même s'il y a 30% de ces fonds qui ont du coup été perdus dans l'écosystème Terra avec l'UST qui s'est effondré en mai dernier, on reste bien supérieur à l'année 2021, pardon, et que justement l'effondrement de FTX en fin d'année dernière, en novembre, qui est une plateforme centralisée, a donné un coup de projecteur supplémentaire à cet écosystème où en fait tout est auditable, tout est transparent et on a vu des plateformes d'échange décentralisées comme DYDX notamment intéresser énormément les utilisateurs et attirer beaucoup de capitaux parce que c'est une plateforme comme FTX qui permet de faire des positions d'achat, de vente de crypto, mais de manière totalement décentralisée grâce à des contrats intelligents sur des blockchains transparentes. Donc en fait, mine de l'une des meilleures progressions en termes de domaine d'activité dans le financement des blockchains ces dernières années. Et malgré ce secteur un peu complexe qui sont les cryptos en 2022, on a quand même un secteur qui intéresse parce qu'il répond à la problématique des acteurs centralisés qui ont échoué en fin d'année dernière. Un secteur qui intéresse, et puis on a aussi des investisseurs, Yves Chouet-Fati, qui s'intéressent à une valeur depuis le début de l'année. Je regarde, là, elle est en train de gagner 60% depuis le 1er janvier. C'est MicroStrategy. Alors certes, elle a souffert l'année dernière, mais c'est quand même énorme. Au final, toute cette spéculation qu'il y a sur MicroStrategy, alors c'est 2,3 milliards d'euros de capitalisation boursière à Wall Street. C'est un éditeur de logiciels qui est bien connu dans le secteur de la crypto-monnaie parce qu'ils ont des cryptos. Oui, c'est effectivement une action complètement emblématique pour les gens de la crypto et en particulier pour ceux qui aiment particulièrement bien le Bitcoin. MicroStrategy, c'est une SS2I, un éditeur de logiciels, qui a pris un tournant il y a à peu près 2 ans et qui s'est mis à investir extrêmement massivement dans le Bitcoin. Au-delà d'investir sa trésorerie, il a emprunté massivement et il a placé l'argent de ses emprunts en achetant du Bitcoin de manière extrêmement répétitive. Et en fait, MicroStrategy, c'est donc une action cotée dont le comportement est un comportement d'un instrument financier à effet de levier sur le Bitcoin. Donc c'est un instrument qui est extrêmement accessible parce que c'est une action cotée aux États-Unis. Donc c'est sans doute le moyen le plus simple d'accéder à du levier sur le Bitcoin. Et effectivement, ça épouse assez proprement, avec un effet de levier, le comportement du Bitcoin. Avec quand même un titre qui perd 40% sur un an, donc malgré les 60% depuis le début de l'année, ça montre quand même bien que c'est un titre qui a souffert l'année dernière. Aujourd'hui, c'est l'une de vos valeurs préférées, malgré cette hausse de 60%. Aujourd'hui, MicroStrategy, vous continuez à regarder la valeur ? Si quelqu'un me pose la question comment je peux jouer avec une action ordinaire, si j'ose dire, une tendance haussière dans le monde de la crypto, la manière la plus pure de réaliser cet investissement, c'est sans doute d'investir un peu moins que vous ne le vouliez, parce qu'il y a de l'effet de levier, et d'acheter un produit assez pur, qui est l'action MicroStrategy, qui n'est pas en quelque sorte polluée positivement ou négativement par d'autres activités.
Comment vous regardez aujourd'hui le dossier MicroStrategy, Valentin Demey, chez Crypto, sachant que c'est une valeur dont personne ne regardait pendant des années, puis d'un seul coup, ils ont commencé à faire le buzz sur les cryptos, et à ce moment-là, le cours a décollé, puis a souffert, puis là, depuis le début de l'année, recommence à redécoller. Non, mais c'est effectivement c'est passionnant de voir des acteurs qui sont centralisés, ou en tout cas des acteurs historiques se lancer au cœur et âme, puisque c'est le cas effectivement de MicroStrategy dans ce nouveau monde. Là, effectivement, c'est des détentions de Bitcoin par l'entreprise. Donc, c'est comme dit Yves, c'est assez pur d'une certaine manière, puisqu'on est exposé via une action d'une certaine manière au Bitcoin, et on voit effectivement que c'est corrélé au prix, ce qui fait qu'en fait, d'une certaine manière, on met au second plan l'activité principale de l'entreprise. Mais en tout cas, c'est dans la mouvance, c'est un peu dans le même temps que quand Tesla avait annoncé mettre l'achat de Tesla, véhicule Tesla en Bitcoin possible, puis avait fait marche arrière, puis ensuite on avait eu effectivement MicroStrategy qui était rentré dans la course. Ça fait partie des astuces pour le monde traditionnel puisse s'exposer aux cryptos et à Bitcoin. Et justement, c'est toute la force de cette action, d'une certaine manière. Puis en même temps, ça donne des intérêts très intéressants, des avantages pour les entreprises qui en détiennent, puisque le narratif étant que l'inflation était forte à l'époque, et sur le cas, et que c'était la meilleure manière, enfin en tout cas son PDG avait plus confiance en détenant du Bitcoin que du dollar. Donc c'est des signaux importants, puisque c'est quand même des très 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 gros chefs d'entreprise en l'occurrence. Et ça a été surtout un gros coup de com' quand même, Valentin, puisqu'après tout le monde a parlé de cette société. Ça serait intéressant de voir si ça a boosté leur vente de logiciels suite à ça en termes de notoriété, ou si au final aujourd'hui c'est pas devenu une valeur spéculative. Yves, il nous reste 30 secondes. C'est une valeur qui est devenue complètement passive. C'est comme un ETF à effet de levier sur le Bitcoin, et c'est vrai que l'activité de l'entreprise s'est passée un peu au second plan. Maintenant, la plus grosse influence qui est sur les résultats de l'entreprise, c'est effectivement le comportement du Bitcoin, exagéré par cet effet de levier. Donc on a vraiment affaire maintenant à un instrument financier qui permet de se sensibiliser de manière assez ordinaire, parce que c'est une action ordinaire américaine, d'une manière assez ordinaire au Bitcoin. Si on veut en avoir dans son portefeuille, c'est une manière très simple d'exposer son portefeuille au Bitcoin. Merci beaucoup Yves Chouet-Fati, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui en studio. Je rappelle que vous êtes le président de Tobam. Merci également à Valentin Demey qui nous accompagnait aujourd'hui en visio depuis Cryptost, et puis Xavier Fenot qui nous accompagnait par téléphone il y a un peu plus de 20 minutes pour faire un point sur les niveaux techniques des crypto-monnaies depuis Interactive Trading.